fête nationale aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le pays célèbre ses 57 ans d'indépendance. Que chantait-on dans les années 1960 en Côte d'Ivoire? Des artistes comme Feu Amédée Pierre et Anoma Brou Félix vont nous transporter ce soir dans leur univers. Enfin, 7 août 1786, c'est une première. 2 alpinistes français atteignent le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe occidentale. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. Il y a donc 57 ans, la Côte d'Ivoire accédait à l'indépendance. Les festivités officielles se sont déroulées aujourd'hui au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, de la première dame, des ministres et présidents d'institutions. Les populations ont également fêté ce 57e anniversaire de l'indépendance. Notre reporter Éric Goré les a rencontrés dans la commune de Trècheville. Le 7 août, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans la commune de Trècheville, un des quartiers les plus populaires de la Côte d'Ivoire. Ici, la fête de l'indépendance est célébrée de diverses manières. On retrouve certaines personnes devant le petit écran. D'autres sont en train de partager un repas. Ce moment qui permet aux jeunes de se faire plaisir et surtout d'approcher leurs aînés avec des looks spéciaux. C'est la joie et chacun s'exprime donc. La fête de l'indépendance représente pour nous une grande joie et un souvenir dont j'étais encore enfant, jeune. Nous avons vu un peu la colonie des Européens. Tout le monde est dans la joie, donc on profite. Bon, on peut dire un peu, chacun s'amuse. Ce sont les doyens, ils sont là, ils ont vécu avant nous, donc on est heureux. Voilà pourquoi on veut partager ça avec eux. Après Trècheville, cap sur le palais présidentiel au plateau pour voir comment l'événement se prépare. Ces soldats que vous apercevez prendront part au défilé. La garde républicaine, la police nationale, les commandos bérets rouges accompagnés des bergers allemands de la gendarmerie nationale, les douanes ivoiriennes, les eaux et forêts de Côte d'Ivoire sont aussi présents. Juste à côté, le service traiteur qui prend des dispositions pour accueillir tous les invités et l'orchestre qui se prépare. Non loin, des artistes de renommée font leurs répétitions pour contribuer à la réussite de la fête. Le traditionnel défilé a mis fin à la partie solennelle de ce 57e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens dans leur ensemble appellent à la réconciliation nationale. Il faut que tout le monde respire la paix. Parce que la Côte d'Ivoire, ça appartient à tout le monde. Ce pays-là a besoin de paix. Sous le président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire avait toujours érigé la paix au rang de seconde religion. C'est pourquoi, après avoir vécu l'expérience des dernières années de crise, on ne peut que souhaiter une cohésion de tous les fils et de toutes les filles de ce pays. Après le défilé, le buffet est ouvert. Pour le succès de cet événement, chaque acteur s'est investi. Chacun à son niveau a fait ce qu'il devait faire pour le succès de cet événement. Et à l'occasion des 57 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, remontons le temps pour nous intéresser à la musique qui a bercé les années 1960 en Côte d'Ivoire. Des artistes comme Feu Amédée Pierre ou encore Anoma Brou Félix se sont fait remarquer positivement. Mais que reste-t-il de leurs œuvres? On en parle avec Franck Kouadio. Une vue d'Abidjan.
1960, les couleurs de l'indépendance bien vivent dans le Petit Paris, la commune du Plateau. Et de l'autre côté du pont de Gaulle, Trècheville. Trècheville, c'était le quartier chic d'avant, où habitait l'ex-président du Conseil économique et social Jean de la Fosse, où habitait Philippe Grégoire Yassé. Des personnalités, mais surtout un haut lieu d'expression musicale. Les musiciens de l'époque, il y avait Amédée Pierre, Eliwa Rosta, Mamadou Doumbia et le trio de l'Entente, qui va baptiser le 7 août 1960 le Conseil de l'Entente, en pensant à l'organisation sous-régionale. Et Anouma Brou Félix et l'Ivoiris Band, en Bakou Ludovic, avec le Yapi Jazz et Aspro Bernard, avec la Nyebi Jazz. C'était dans les années toujours 60 que ces frères-là sont arrivés. Donc, Bob est arrivé de Belgique, Mamadou Doumbia du Ghana. Des artistes qui, à travers Abidjan et au-delà, avaient leur bastion. Amédée était entre Marcory et Trècheville. Il avait acheté sa maison au groupement foncier de Marcory, mais comme il répétait au désert, il a commencé au cotonnier bar d'Abobo avant de venir au désert. Donc Trècheville, c'était son site. Seulement, il n'y avait pas trop Yopougon et tout ça. Donc Mamadou Doumbia était à Djamé, vers le cinéma Liberté. Et Anouma Brou Félix était plus du côté de son village. Et de temps en temps, il venait à Abidjan. Voilà, Nyebi Jazz, c'était à Djamé et en Bakou Ludovic. Donc, chacun avait son QG. Et Fas Clark, lui, il était au quartier latin à Trècheville, avec son jazz club, qui va aller après à Djamé. Amédée Pierre, artiste à voix, mais aussi Yapi René. Mais surtout Mamadou Doumbia et Ngbakou Ludovic, spécialistes de la fameuse guitare hawaïenne, tenaient l'affiche. C'est moi qui ai mis en musique nos chansons folkloriques. C'est pourquoi j'ai baptisé mon orchestre Yapi Jazz. La voie tracée, Amédée Pierre et Mamadou Doumbia vont délaisser certains standards et promouvoir leur culture. Puis émergeront de purs virtuoses de l'instrument. Fas Clark, venu de France avec sa trompette, va parler de jazz. Au niveau local, le guitariste fou Anouma Brou Félix et un batteur encore plus fou, James Anobil. Et plusieurs années après la période dorée, interrogation déjà sur l'héritage musical, Amédée Pierre Naounou présentant sur les antennes nationales son fief, l'oasis du désert, et Mamadou Doumbia s'interrogeant sur l'avenir. Des icônes aujourd'hui disparues. 2017, Michel, tout jeune mélomane à l'époque, peu de sa fenêtre observer les ruines de l'Aïtassi, lieu mythique de l'ambiance culturelle à Trècheville. C'est vraiment dommage. Un jour, les gens sont venus, on dit qu'il y a un opérateur économique qui aurait pris, acheté où, donc il a cassé tout. Sinon, le bâtiment était fonctionnel. Non loin, sur le boulevard Giscard d'Estaing, le fameux oasis du désert d'Amédée Pierre, aujourd'hui, simple lieu d'habitation. À Adjamé, le repère de Fas Clark, le jazz club dans les années 60, a changé de visage. Lambert a connu cette période glorieuse. Samedi surtout ici était bon le monde et c'est là que tout le monde venait se rafraîchir, tout le monde venait se pavoiser un peu. L'étoile du Sud à Trècheville, d'où est partie une formation politique, l'ex-fief de Mamadou Doumbia à Adjamé, bref, des vestiges du passé qui ne demandent qu'à ressurgir et à redonner, selon certains en tout cas, de la couleur à la musique ivoirienne. Autre actualité nationale, des tout-petits découvrent le métier de sapeur-pompier. Ces jeunes enfants, également membres de police secours, ont visité récemment la caserne des pompiers dans la commune d'Adjamé. Ils ont écouté religieusement les explications données par les militaires sur le fonctionnement de cette structure. Henri Kugori. La caserne des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié ouvre ses portes aux enfants des membres d'un groupe dénommé Police Secours.
Ce groupe a pour mission de parfaire les relations armées-population. Ces enfants sont en ces lieux pour non seulement visiter les locaux du groupement des sapeurs-pompiers, mais également découvrir le dispositif d'intervention. Ils nous ont montré des différents types de camions. Ils nous ont aussi appris à éteindre le feu et ils nous ont montré des différents centres où ils reçoivent des appels. Pour nous, il est important que les enfants qui sont les adultes de demain comprennent la fonction des sapeurs-pompiers, des hommes qui sont au cœur de leur vie. Donc les éduquer à la vie du sapeur-pompier est pour nous un acte important. Et quand ils comprennent ce que nous faisons, ils peuvent au mieux retransmettre ce qu'ils ont vu chez nous et avoir des comportements citoyens vis-à-vis des sapeurs-pompiers. Ambulance de réanimation, camion du feu, véhicule poste de commandement, groupe de secours routier sont les engins visités par ces enfants. Ensuite, une démonstration. Certains enfants ont pu éteindre le feu. Une joie en compagnie des sapeurs-pompiers. Une nouvelle violence meurtrière en République démocratique du Congo. Un bilan provisoire fait état d'au moins 12 personnes tuées aujourd'hui par des balles perdues à Kinshasa, la capitale. Des tueries également dans le sud-est du Nigeria. 11 personnes ont été tuées hier par des hommes armés dans une église. Une querelle entre des membres de la communauté locale vivant à l'étranger serait à l'origine des tirs. Enfin, il y a 231 ans, deux alpinistes français, le médecin Gabriel Michel Paccard et le chasseur Jacques Balma, posent le pied au sommet du Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe occidentale. Plus de 4000 mètres d'altitude à affronter. Mais comment ces deux grimpeurs s'y sont-ils pris le 7 août 1786? Les explications de Thomas Guessambi. 7 août 1786, début de la première ascension du Mont Blanc. En 1760, Horace Bénédicte de Saussure, savant genevois, désireux de faire des observations scientifiques sur la cime, la plus haute des Alpes, promet une forte récompense au montagnard qui trouvera une route praticable pour y parvenir. Sur le moment, la chose parut sans doute extravagante, car la première tentative n'eut lieu qu'au bout de 15 ans. Elle fut arrêtée, comme les suivantes, plutôt par la longueur de la course, l'étonnement, le dépaysement des hautes neiges que par de véritables difficultés. Le glacier des Bossons, la mer de glace, l'arête du Goûter sont successivement explorés sans succès. Il faut, pour que le pas décisif soit franchi, l'entrée en scène de Jacques Balmat, originaire du village des Pèlerins, déjà père de famille. Jacques Balmat avait 24 ans en 1786. C'était un grand coureur de glacier. Il conduisait des voyageurs, mais n'était pas guide en titre. Le 30 juin de cette année-là, descendant d'une course, il rencontre une caravane qui part conquérir la récompense promise par Saussure. Il se joint à eux, fait une tentative par l'arête des bosses, est abandonné par ses compagnons et redescend sur le grand plateau. Il raconte avoir ensuite gravi la pente à droite des Rochers Rouges, atteint l'épaule du Mont Blanc et vu à ses pieds le versant italien. Mais pris par le brouillard, il ne peut continuer ce soir-là. Après un bivouac improvisé, il redescend dans la vallée, sûr d'avoir trouvé l'accès à la cime. Un mois après, le 7 août, Balmat repart avec Michel Gabriel Paccard. C'est le docteur de Chamonix, neveu du doyen des guides de la vallée, homme instruit qui a déjà fait 3 tentatives au Mont Blanc. Après une nuit passée au sommet de la montagne de la côte, reprenant l'itinéraire des Rochers Rouges, ils arrivent tous deux au sommet à 18h30. Le Mont Blanc était vaincu. La plus grande première des Alpes était accomplie. Saussure lui-même se fit conduire au Mont Blanc en 1787. Il fit un long séjour en 1788 au col du Géant, multipliant les observations scientifiques. Si la science lui avait fait faire la conquête du Mont Blanc, on peut dire qu'en retour, les Alpes l'avaient conquis, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fête du 7 août sur RTI2.